Un bon gala, c'est 100 000 euros, tout inclus. Un très 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 bon gala. Un événement sur Canal+, en droit d'image pour un championnat du monde, c'est 450 000 euros. Le secret, c'est le storytelling. Comment tu construis l'histoire de ta soirée. Aujourd'hui, c'est quoi le fil rouge? Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Yacine. Salut Franck. Ça va? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Yacine, je te reçois aujourd'hui en ta qualité d'ancien combattant de kickboxing. Tu as été combattant de haut niveau aux alentours des années 2010. Aujourd'hui, tu t'es reconverti. Tu as plusieurs activités, de l'organisation d'événements, du conseil, du management d'athlètes également. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment, après une carrière sportive de haut niveau, on peut capitaliser dessus et se reconvertir. Est-ce que ça te va comme programme? Ça me va très bien comme programme. Je vais te parcourir un peu ma vie, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu peux te présenter, Yacine? Yacine Beraba, 37 ans, ancien sportif de haut niveau en boxe anglaise et en kickboxing. J'ai commencé la boxe très jeune, à l'âge de 13 ans. Et j'ai connu le haut niveau entre 18 et 22 ans, puis j'ai arrêté la boxe. C'est assez tôt pour s'arrêter. J'avais quelques blessures, j'ai eu quelques soucis familiaux qui m'ont dit d'arrêter la boxe, et après j'ai entrepris directement pour faire ce que j'aime et rester dans ce domaine et dans ce milieu. Je reviens un petit peu juste sur ta carrière de sportif. Tu as participé à quel type d'événements? Avec des médailles, il me semble? Oui, j'ai eu pas mal de médailles. J'ai été champion de France à 7 reprises en kickboxing. J'ai été champion de France en boxe anglaise à 1 reprise. J'ai été 2 fois champion du monde de boxe de kickboxing en 2010 et 2011, et médaille de bronze en 2008 à Olomouc. Voilà, j'ai eu 3 médailles mondiaux. Ça fait déjà longtemps. Et prescription. Suite à ça, j'ai l'impression que tu souhaites te reconvertir assez vite. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Tu as toujours eu une fibre un petit peu entrepreneuriale? Tu y pensais déjà quand tu combattais? Depuis tout jeune, en fait, j'ai un peu la fibre commerciale, entrepreneuriale. Je suis issu des quartiers populaires. Et pour me faire un peu d'argent de poche, je faisais des marchés déjà tout jeune, entre 10 et 16 ans. Donc, j'ai toujours eu ce truc-là où make money, self-made, tu vois, où on se fait tout seul et on essaie de s'en sortir avec les moyens qu'on a. Et quand j'ai arrêté ma carrière, je me dis, mais faut que je sois mon propre patron. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui venait quand toi, tu étais athlète? Est-ce que tu avais peut-être la sensation de pas recevoir tout l'argent que tu devrais parce qu'il y avait des intermédiaires, etc.? Non, pas du tout. J'ai pas eu de personnes ou beaucoup d'intermédiaires entre moi et les promoteurs. C'est que je me disais qu'une carrière est assez courte aujourd'hui et que il faut vraiment avoir la vision long terme, et ne pas avoir de vision dans le sport est très compliqué. Aujourd'hui, un manque de poids. Tu peux te faire disqualifier, 2 défaites d'affilée, t'es terminé, et après tu fais quoi? Et c'est à ce moment-là où je me dis: «Mais après je fais quoi si je perds 2 fois? Si j'ai une blessure? Si, j'ai des problèmes de poids? Comment on envisage le futur?» Et j'ai jamais réussi à vivre le moment présent. C'est j'y vais, j'y vais, j'y vais, et je regarde toujours avec une vision. Donc, j'ai été champion de France à 7 reprises, j'ai été champion du monde à 2 reprises. C'était quoi le next step? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça va apporter plus tard? Donc du coup, grâce à la boxe, j'ai eu un réseau énorme qui m'a permis d'entreprendre assez rapidement. Parlons-en justement de ces activités d'entrepreneur. J'ai noté que tu faisais de la promotion d'événements, c'est-à-dire que tu organises des galas. C'est mon activité principale aujourd'hui, où c'est pour ça que je suis assez connu dans le milieu de la boxe, notamment de la boxe aussi en télévision avec droits d'image. Aujourd'hui, on est les seuls avec Cyril Benzaken d'avoir la chaîne RMC ou l'équipe qui nous suit. Alors j'ai commencé directement à 22 ans.
OK, donc à 22 ans, tu organises ton premier. J'organise mon premier gala de boxe. OK. Alors, je fais la rencontre Ouais, comment ça se fait? Parce qu'on peut dire c'est très jeune, hein? ouais, 22 ans. Alors, comment ça se fait? Moi, je boxais en anglaise avec Sébastien Acariès. Sébastien Acariès avait un stagiaire qui s'appelle Francisco Diaz, qui est devenu un ami, même un frère, qui faisait ESSEC et psy. Et Donc je précise juste l'ESSEC, c'est une école de commerce. l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Et on voulait organiser, déjà en 2012, on a organisé en 2012 le premier gala de boxe dans une grande école pour attirer un autre public que le public des quartiers populaires et avoir une traîne un peu plus élitiste au sein de cet événement avant les salles de sport, Co avant les salles de boxe qu'on voit pousser aujourd'hui, Comment toi 15 ans après. comment toi tu te positionnes quand on te parle de l'ESSEC? C'est quelque chose que tu Élite, peux élite? Pour toi, élite, c'est ça que ça représente, ces écoles de moi, commerce très parisiennes? et c'est une école de commerce, pas très parisienne. Déjà, elle est dans le département du Val d'Oise. Je la connaissais parce que je suis originaire du Val d'Oise et pour moi, c'est le rêve absolu. J'ai été champion du monde, mais je suis toujours plus admiratif des personnes qui ont fait leurs études, notamment ceux de l'ESSEC. J'ai toujours ce complexe un peu de pas avoir fait d'études et j'ai souvent dans ma carrière mis les personnes, un peu au-dessus parce qu'ils ont fait l'ESSEC, parce qu'ils ont fait HEC, parce qu'ils ont fait Sciences Po et et voilà. Donc pour moi, j'étais en totale admiration face à ces étudiants, à ces étudiants. Mais est-ce que ces étudiants ne te disaient pas eux-mêmes: «Moi, je suis plus admiratif de Si, quelqu'un qui, n'a pas même fait, d'études, mais qui s'est juste distingué par ses capacités sportives, extraordinaires», quoi? Ça peut ouais, être dans les 2 sens aussi, hein? ça va dans les 2 sens. Les professeurs me le disaient parce qu'après j'ai pu incuber Entropia, c'est l'incubateur social à l'ESSEC où j'ai fait, où j'ai préparé le gala de boxe, avec Francisco et il me dit: «Ouais, tu as un parcours remarquable, mais en fait, quand tu es dans ta tête dans le guidon, tu te regardes pas dans un miroir, tu as pas le temps». Et finalement, tu as pris ta revanche en intégrant toi-même l'ESSEC par, ce programme, cet Ouais, incubateur quelques années plus tard. ouais, c'est une petite revanche, hein, c'est pas grande école, hein. J'ai pas Non, fait de mais c'est prépa, j'ai pas fait grande école, j'ai pas fait un master entrepreneuriat, mais bon, j'ai pris ma revanche aujourd'hui sociale, on va dire. et ça t'a apporté quelque chose ce je fais une petite parenthèse, mais cet incubateur? Énormément, énormément. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté en termes de structuration, mais aussi en termes de réseau. Quand tu sors du réseau ESSEC, après, ça t'ouvre pas mal de portes. Parlons plus en détail. Et Ouais. ça m'a apporté aussi des vraies relations humaines avec des personnes que j'aime énormément, notamment des amis de longue date, Souleymane Laroui qui a fait grande école, Francisco qui est en contact encore avec moi, c'est des personnes que j'ai connues là-bas. C'est l'humain avant tout, en fait. Mon parcours, il est fait de rencontres. Mon parcours, c'est que des rencontres, grâce à la boxe. Parlons un petit peu plus en détail des différents galas que tu as organisés. Quels sont les formats? Comment on fait un bon gala? Il faut qu'il y ait combien de combats? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des hommes, des femmes, toutes les Heu, catégories de poids? Tu peux nous parler un petit peu de la configuration alors de moi, de ça ces dépend de événements? quel gala tu me parles parce que j'ai organisé pas mal de galas aussi, notamment avec Sébastien Acarias en boxe anglaise et là, c'est plutôt la performance qui prime avec des combattants qui ont le niveau mondial tels qu'à l'époque, Arsène Goulamirian, Michel Soro, Hassan N'Dam. On avait vraiment l'élite du gala et nous aujourd'hui en kickboxing, c'est un peu différent. On a l'élite du kickboxing français, notamment avec Cyril Benzaken, mais j'essaie de construire des carrières avec d'autres sportifs, mais ma vraie tête de gondole aujourd'hui à ce jour, c'est Cyril. Je le manage, on coproduit ensemble, je le manage depuis le début. En 2012 il était là à l'ESSEC, il a fait son premier combat pro. Et là, on va organiser, son prochain championnat du monde au Grand Palais. Ça fait plus de 10 ans qu'on se suit, Mmh. professionnellement. Après amicalement, ça fait plus de 15 ans. Et si je reviens juste sur l'organisation des différents galas, par exemple un gala de kickboxing, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Est-ce que c'est une bonne com? Est-ce que c'est des bons combattants? Un Tout bon re chon? tout repose sur la com Tout repose sur la com? et les combattants. Après, je vais te dire, le secret, c'est le storytelling. Comment tu construis l'histoire de ta soirée? Aujourd'hui, c'est quoi le fil rouge?
comment tu mets les moyens de produire des mini vidéos pour que le grand public s'intéresse un peu à tes sportifs. Aujourd'hui, la lumière qu'on a de Cyril, bah, on essaie que d'autres sportifs la prennent, notamment sur nos événements, en construisant des petits, des petites merde, tu couperas, hein. Des petits quoi? Des petites, du trash talk, des choses comme ça? Non, pas du tout, Ah, pas du tout. Des petites histoires de combattants. OK. Et ça, si toi tu commences en 2012, j'imagine qu'il y a un peu moins Instagram et les réseaux sociaux. Il y avait Qu'est-ce Facebook. Il y avait Il y Facebook? a Facebook, il y a YouTube. Je me souviens pour mon premier gala de boxe, on avait pas mal de personnalités publiques. Tu peux voir sur YouTube, hein, les ceintures de l'ESSEC qui ont soutenu l'événement. On avait déjà ce truc-là où on prenait des pseudo-influenceurs à l'ancienne pour parler de notre événement. Donc on Mmh. a été sold out en une semaine avant l'événement et c'était extraordinaire. On a créé un vrai storytelling aussi entre deux étudiants, un étudiant de grande école et un étudiant d'MBA qu'ils ont combattu et à travers ça, on avait créé une histoire. C'était Alexandre Amamou, le dragon, et Mehdi Talmi, le mec un peu simple, humble Mmh. et Que des personnages. exactement, on crée des personnages. Tu réitères l'expérience à Dauphine? Je réitère l'expérience en coproduction cette fois-ci avec Cyril à Dauphine parce qu'il est élève à Dauphine et là, on organise le premier championnat du monde de boxe dans une grande école et ça, c'est une première dans le monde entier. Et est-ce que l'idée de faire des tournois inter-écoles, ça vous est venu à l'esprit? Ça nous est venu à l'esprit à un moment, mais après, on a vite laissé le concept. On a vite laissé le concept parce que ça prenait énormément d'énergie, de temps et derrière, il fallait des étudiants aussi qui puissent combattre parce que si tu combats pas, si t'as pas d'étudiants qui combattent, t'as pas d'incarnant des écoles, donc du coup, t'as un peu moins de personnes, donc ton histoire elle est un peu plus compliquée à raconter, quoi. Nous, par exemple, à Dauphine, on a fait combattre le PDG d'Icône. On était OK. précurseurs déjà en 2015, le PDG d'Icône, Olivier Billon, qui a combattu sur l'amphithéâtre à Dauphine. Alors qu'aujourd'hui, sa société d'influence dans le monde marketing, elle vaut plus de 100 Mmh. millions d'euros. Tu vois, Ouais, tu fais on a été combattre des jeux. précurseurs. Mmh. On peut tout dire, on peut raconter la messe, les dates, les noms, j'ai eu la vision pour le coup de, d'avoir ce genre d'événement. Après tous ces galas, organisés, quels sont les grands enseignements que tu tires là-dessus? Des petites, erreurs que tu as pu faire ou des réglages que tu as fait, au fil du temps, que ce soit d'un point de vue très opérationnel? Tout ne se repose pas que sur l'humain. OK. C'est-à-dire que moi, moi je base beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'humain. Et aujourd'hui, je m'aperçois que tout ne se repose pas sur l'humain. C'est-à-dire, tu peux nous donner un Bah, la parole, les personnes, il faut contractualiser, il faut être vraiment, tu vois, créer des vrais process entre les combattants, les fédérations et qu'on n'est pas épargné d'avoir un coup de last minute ou des combattants qui nous plantent de last minute. donc il faut prévoir. Prévoir, anticiper à J'ai chaque fois. l'impression que tu me décris un peu l'organisation d'une entreprise. C'est exactement une entreprise, hein. Et encore plus dur parce que c'est une entreprise sans salariés, où sur un événement, il faut regrouper tout le monde et que tout le monde soit en cohésion. Que ça se passe bien pour le public et pour eux. Comment ça démarre l'idée d'organiser un gala? Tu te dis: «Là, je vois 2 personnes principales avec une histoire à raconter, je trouve un lieu, je commence à mettre ça en musique». C'est quoi un petit peu le Bah, cheminement, le cheminement de toute manière, depuis que j'ai commencé le cheminement, ça a été toujours de mettre en avant mon ami, mon frère Cyril et à travers ça, derrière, on regardait qui pouvait bénéficier de l'audimat de Cyril et comment on pouvait transformer ça. que donc c'est ton point de départ, C'est mon point de départ, c'est Cyril. autour duquel tu vas organiser Exactement, tout un tas de choses qui, par un effet d'aura, exactement. va attirer, différentes Ma tête personnes. de gondole, OK. mon incarnant. Tu as aussi organisé, un gala en MMA, il J'ai me semble? organisé plusieurs, galas en MMA, j'en ai organisé 3. Cash Fight, à Beaumont-sur-Oise, dans une commune Ouais. juste à côté de où j'ai vécu
ça a été extraordinaire comme expérience. Tu peux nous raconter un peu les différences entre un gala de MMA et un autre type de gala, s'il y a des différences? En termes d'organisation, il y a pas trop de différence parce que l'organisation reste la même au niveau, fédéral, au niveau institutionnel, au niveau administratif. Mais au niveau sportif, hem, on sent les combattants de MMA plus prêts, plus professionnels, plus aptes à ce genre d'événement. À la lumière, à jouer le jeu, à s'entraîner, à parler avec les réseaux sociaux. Ils sont vraiment plus à l'aise que les combattants de kickboxing ou de boxe anglaise. Parce qu'ils sont plus jeunes? Ouais, c'est la Gen Z déjà. Il y a beaucoup de la génération Z, ils sont beaucoup plus jeunes et parce que le MMA a été éduqué à se mettre en avant par le biais de l'UFC. L'UFC a créé des incarnants, plusieurs incarnants. McGregor a été le plus gros incarnant de l'UFC et aujourd'hui, heu, c'est un peu la base du combattant. Ce que n'avait pas le combattant de boxe anglaise, ce que n'avait pas le combattant de kickboxing. Le combattant MMA fait plus le show, Non, il communique plus. il communique plus? Il communique plus, il amène plus de monde, il fédère autour de lui, il crée une communauté. En tout cas, ceux que j'ai fait boxer, Mmh. aujourd'hui, ils m'ont amené pas mal de monde alors que c'est des combattants amateurs. Alors que j'ai d'excellents combattants professionnels en pied-point ou en boxe anglaise qui m'ont même pas amené, leur famille. Mmh. Et Parce que c'est pas parce qu'ils voulaient pas, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus introvertis. Beaucoup moins fiers de dire ouais, parce que quand tu es combattant, tu as l'humilité du combattant. Un combattant, c'est humble, ça travaille, ça fait pas sa propre promotion. Alors que les combattants de MMA, ils font leur propre promotion, se vendent. Et là, c'est là qu'il fait la c'est pour ça que ce sport fait la différence. ils sont leurs propres agents, quoi. Ils ont des agents, mais ils communiquent beaucoup mieux. Et ça, pour toi, c'est, parce que c'est un sport qui a été énormément mis en avant par l'UFC et qui, dès son origine, a pris ses codes de communication. Exactement. Ça vient de l'histoire Du sport. OK. OK, c'est intéressant, je l'avais pas vu comme ça. Mais, et ces galas de MMA, pour toi, ça a vocation à se répéter? C'est ce qui marche peut-être le plus si les gens, communiquent, si les combattants communiquent, Bah, aujourd'hui, j'en ai fait 3, j'en fais un par an. Je vais continuer à ce rythme-là. Franchement, je vais pas me tourner vers une organisation de MMA pour le moment. C'est Mmh. pas c'est pas c'est pas ce que j'envisage aujourd'hui. Mais je prends du plaisir et autant de plaisir à faire combattre sur des one shot, sur des événements, des combattants amateurs et des pros. Tu parlais également de la télévision et notamment de RMC Sport. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir des caméras de télévision, La visi dans des galas? De la visibilité, des partenaires supplémentaires, un storytelling beaucoup plus détaillé et surtout motiver aussi tous les combattants à venir combattre. Quand tu dis que tu vas combattre sur RMC, tu as un panel de combattants qui souhaitent venir à tes organisations parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une visibilité derrière et au-delà de la visibilité, on a aussi nous des personnalités politiques, des personnalités publiques qui sont présentes lors de nos événements et ça leur donne une visibilité et ça accroît et ça permet derrière, pour eux, s'ils sont intelligents, de rebondir avec des sponsors en plus, avec, des connexions dans le monde du showbiz ou de la politique et c'est un tremplin pour eux. Ça fait depuis combien de temps que que la télévision ou que RMC Sport s'est emparé, de ces sports de combat? Bah, depuis toujours, hein, avec Canal, depuis que Canal a abandonné un peu le pied-point, depuis toujours et après ils le font uniquement avec Cyril. Aujourd'hui, Cyril, c'est vraiment un incarnant français. Donc du coup, son image parle aux Français, son image parle, aux combattants, aux sportifs et ça permet aussi, de pouvoir mettre en lumière d'autres sportifs. Je comprends. D'un point de vue, plus financier, pour organiser un gala, j'imagine qu'il faut des moyens, assez importants. Très important. C'est toi qui avances toutes les sommes? Alors ça dépend des événements, ça dépend on a déjà fait plusieurs coproductions, notamment sur le Grand Palais Éphémère, où ça nous a coûté énormément d'argent. Organiser au Grand Palais Éphémère, ça nous a beaucoup coûté. Sinon, dans l'ensemble avec Cyril, en coprod, Mmh. on avance les fonds, mais les partenaires et les sponsors remboursent avec la billetterie.
Au niveau des revenus, j'imagine qu'il y a plusieurs sources de revenus, la billetterie. La billetterie, une source de revenus, le sponsoring et de temps en temps les droits d'image et encore. Il y en a plus là. Et comment ça s'articule? C'est la billetterie qui est le plus gros? Ça dépend des sportifs. OK. Sur certains, non, pas du tout. Ah, sur certains, ça remplit pas et c'est les droits d'image qui compensent? Exactement. OK. Et sans donner de chiffres, exacts, hein, mais pour avoir un ordre de grandeur, pour En boxe organiser. anglaise, par exemple, en boxe anglaise, c'est vraiment les droits d'image qui pensent parce que les combats sont ultra chers, le plateau est très, très cher. Donc du coup, un événement sur Canal+, en droits d'image pour un championnat du monde, c'est 450 000 €. Et uniquement le combat phare, il est, avec les VHR inclus, si on a un championnat du monde de lourd léger d'Arsène Goulamirian, c'est 600 000. Donc ça, c'est la somme C'est que va. uniquement le combat. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout rentable, tu vois? Tu as 600 000 € de Canal pour le combat d'Arsène, mais tu dois payer la WBA, tu dois payer 35 000 € de taxes à la fédération, tu dois payer la salle, tu dois payer, les combattants, leur préparation. C'est impossible, c'est pas rentable la boxe anglaise. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'oriente tous vers le MMA, la boxe, le kickboxing et pour le coup en kickboxing, vu que les primes sont moindres, ça peut être la billetterie. Qui remonte un Ça petit peu le. ça peut être la billetterie. Et pour organiser un gala, je sais pas, mettons un gala de kickboxing en Île-de-France, voilà, pour donner un contexte, tu es sur quoi? Tu es sur, 500 000 €, 1 000 000 €, 2 000 Ah non, €, 100 en 000 quoi? €? En kickboxing ou? Ouais, si tu peux nous donner, pas les chiffres exacts, hein, mais plusieurs ordres de grandeur. Un bon gala, c'est 100 000 € tout inclus. 100 000 € tout Un inclus? très, très, très bon gala. Après le Grand Palais éphémère, c'est exceptionnel, c'est 500 000 à 600 000 € minimum. Parce que là, ça te coûte beaucoup, beaucoup cher, très, très cher. Et il y a la technique qui va avec. Tu as des prestataires qui t'ont imposé par la salle, donc ça augmente de 20-25%. La salle va t'imposer de prendre ses propres prestats, Bien sûr. parce qu'ils ont pas envie que tu fasses n'importe quoi avec les Ouais, lumières parce ou les qu'ils ont prises. un marché aussi, hein. Ça Ouais, ouais. marche par marché, hein. Et donc imaginons que ça te coûte 100 000, est-ce que, à toi, si tu récupères 120 000 à la fin, par exemple, est-ce que tu considères que c'est un bon gala ou il faut aller chercher 150, Un bon 180? gala, c'est que je suis à l'équilibre. Ah ouais, OK. Faut être clair. C'est pas sur les galas de boxe qu'aujourd'hui on fait que Cyril fait de l'argent, que moi je fais de l'argent. C'est en termes d'image, ça nous permet d'accroître notre notoriété, ça permet de faire du réseau, de rencontrer des personnes, de derrière rebondir sur d'autres sujets en business pur et dur. OK. Tu m'as beaucoup parlé de Cyril Benzaken, je pense que tout le monde ne le connaît peut-être pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son parcours, de la Bah, relation que tu as avec lui? Donc tu es son manager et son ami, d'après ouais, alors, ce que je comprends? Cyril, on a commencé la boxe ensemble. Il avait 18 ans, on s'est rencontrés sur un gala, je me faisais ouvrir et j'ai gagné le tournoi. Mon premier combat, je me fais ouvrir l'arcade et je fais 3 autres combats, je gagne. Et après lui, il était choqué parce que c'était son premier combat et après on s'est retrouvés en équipe de France et après c'est devenu un ami, un très, très bon ami et après je l'ai suivi, on s'est suivi, j'ai été champion du monde. J'ai été champion du monde et il a été champion du monde et on s'est suivi. Et je suis témoin de son mariage. C'est vraiment une relation fraternelle et amicale depuis, plus de 15 ans. Comment tu concilies cette relation, amicale avec un rôle de manager? Je suis un grand frère, en fait. Je lui dis les choses. Quand il merde, quand il est pas bon, quand c'est pas ça, la stratégie elle est mauvaise, quand il y a des mauvaises je suis la seule personne qui te connaît depuis ses débuts et qui peut lui dire quand il merde. Et quand tu organises, ces combats, toi, ton but, c'est, bah, de le faire grandir en tant qu'athlète, Je j'imagine, de Ouais. l'accompagner en tant qu'ami, mais c'est également que, l'événement fonctionne bien, qu'il y ait une belle soirée. C'est à moi d'embriquer le puzzle. Ouais, et comment tu fais alors justement pour concilier, Bah, ça c'est mes qualités, ça c'est l'humain,
c'est vadrouiller en terrain en eau trouble, plus en eau calme et voilà. Ça mais je sais pas, c'est naturel. OK. J'arrive à le faire naturellement. C'est un don, je veux dire. Donc tu réfléchis en termes de combat après combat? Combat après non, c'est plus, année saison après saison. Saison 1, saison 2, saison 3. Là, là on il y a 10 ans, on parlait de ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc tu avais la vision Ouais, on avait la déjà de là vision où et tu lui, il a été intelligent pour m'écouter et voilà, même si des fois on a eu des discordances, mais très, très minimes, hein. On est vite revenu à la raison. et là, quelles sont les prochaines étapes? Il y a déjà des galas, qui sont prévus, des Déjà, proches il va combattre chez notre ami Yohan Lidon en décembre, en décembre. Après, on organise un combat à Chartres, un gros gala à Chartres et après normalement, fin avril, on fait le Grand Palais à Paris. OK. Ah, Grand Palais, c'est magnifique. Ouais, ça va être bien. On l'a vu pendant les JO, c'est un endroit qui se prête bien, Ouais, au sport, quoi. ouais, sport, ouais, c'est magnifique. Très, très, très bel endroit. En plus de ces activités de promoteur et de manager, tu es également consultant? Je suis consultant. Là, ça me prend un peu moins ça me prend Ouais. c'est grâce à la boxe que j'ai rencontré les propriétaires de la Ville qui m'ont demandé, de développer leur salle de sport. Les personnes que j'ai rencontrées lors, de mes événements de boxe, tu vois? Du coup, c'est pour ça aussi qu'on organise, pour faire des rencontres, Bien sûr. divers horizons et pouvoir après derrière faire un peu de business. Tu peux nous expliquer ce qu'est la Villa M et ce que toi tu y fais? La Ville c'est un concept sport santé. En fait, c'est un hôtel qui a été créé de base pour, le personnel soignant en dépression. Donc c'est un hôtel, hybride un peu, avec une salle de sport, des cabinets un cabinet médical et un coworking, sur la santé et moi je m'occupe uniquement de développer les salles de sport au sein des Villes. Aujourd'hui, il y en a 2, une à Paris, une à Marseille. Et donc ce programme de boxe santé, en quoi il consiste? C'est des cours de C'est boxe? des cours de boxe et on organise également des cours de boxe à l'hôpital pour le personnel soignant, partout en France. C'est réservé aux soignants? Réservé aux soignants, la boxe à l'hôpital, sinon c'est réservé au grand public, Villes. Et ça, tu le rentres dans les nouvelles manières aujourd'hui de pratiquer la boxe? Moins d'opposition, plus Plus bien-être, bien ouais. sûr. Ça, c'est un mouvement que tu as senti depuis quelques années? Le Ah, fait que la depuis bo 10 ans, depuis 10 ans, depuis que j'ai organisé les ceintures de l'ESSEC, j'ai vu qu'il y avait un engouement autour de la boxe, que les personnes issues des grandes écoles voulaient pratiquer la boxe, mais pas dans des lieux de quartier, pas dans la compétition. Donc du coup, j'ai vite vu qu'il y avait un créneau à prendre sur ce qu'on dit l'école blanc et les l'école médecins. blanc, ouais. Et ça, pour toi, ça, ça ne dénature pas la boxe? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça ne dénature pas la boxe. Aujourd'hui, ça la fait progresser, ça la fait évoluer. Des personnes s'intéressent à la boxe. On a des nouveaux passionnés. On a des nouvelles personnes qui viennent à nos événements. On a même des combattants qui sont devenus champions du monde en Angleterre, alors qu'ils viennent d'école blanc. Non, 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 du tout. Et tu sens que ça a permis Ça à ouvre ouais, au grand public. Si on ouvre au grand public, on a un marché plus grand. OK. Et toi, tu as senti qu'il y avait ce monde un peu à col blanc et ce monde, un peu moins aisé qui arrivait à se parler? Ou les cols blancs s'entraînent dans les clubs de col blanc et les gens moins aisés s'entraînent dans les salles, municipales? Oui. C'est, Alors là, les cols blancs sont entraînés par les gens des écoles municipales. Donc du coup, la boxe, ça rassemble. C'est le seul sport au monde qui rassemble autant. Autour d'un gala de boxe, quand on organise, on trouve des personnalités politiques, des chefs d'entreprise, des personnes issues des quartiers populaires, des hommes, des femmes, des artistes. Et c'est que ce sport-là qui rassemble autant. Donc du coup, c'est cette mixité-là qui fait la beauté de notre sport. moi, j'ai eu l'impression en allant dans plusieurs clubs que c'est les champions qui sont formés dans l'associatif où c'est dur, les entraînements, Qui qui deviennent deviennent coach, qui deviennent coach coach dans pour les les cols blancs. ouais, qui deviennent coach pour les Souvent, souvent, hein, très régulièrement, c'est le cas, mais ça devient quand même des incarnants. Ces champions des quartiers. Ils sont sortis de leur quartier, ils sont champions. Maintenant, ils coachent des personnes un peu plus aisées. Ils évoluent socialement. Donc, du coup, c'est une petite accession grâce à la boxe. mmh. Une ascension sociale. C'est excellent. Je trouve ça trop bien.
Sur LinkedIn, tu disais que la boxe avait perdu de sa superbe. Bien sûr. Tu peux nous dire un peu pourquoi tu Parce as cette vision-là? parce qu'on a plus de télé qui s'y intéresse actuellement. On n'a pas de champion incarnant en boxe anglaise actuellement. On n'arrive pas à construire de carrière parce qu'on n'a pas de médias derrière qui soutiennent. Et surtout, c'est un trouble. Les fédérations, en anglaise, on a 4 fédérations pour devenir champion du monde. Donc, il y a 4 champions du monde. Et je te parle pas des fédérations mineures. Dans ces 4 fédérations, tu as un champion par intérim. Donc, au total, tu as eu 8 champions du monde. Donc, le grand public ne s'y intéresse pas, les médias ne s'y intéressent pas, et ça devient un foutoir. Donc, ça s'essouffle. Au contraire, alors que l'UFC, là, il y a une ligue, t'es champion de la ligue. Point. Ça simplifie la lecture. Exactement, au grand public. Et il y a pas de star. Il y avait une star, Tony Yoka, avec sa femme, le couple en or, qui aurait pu vraiment faire propulser la boxe en France. À un moment, À un moment, en ils 2016, étaient il y a très, 10 très en ans. vogue. Ouais, il y a 10 ans. Avec des critiques aussi sur. Après, mais ça fait partie du jeu. Quand tu es dans la lumière, tu peux te faire critiquer. Il y a pas de, c'est normal. Donc pour toi, c'est le MMA et en fait même plus l'UFC qui a pris la plus grosse part du gâteau des sports de combat? Bah, bien sûr, tu vas dans la rue, tu poses la question, qui connais-tu comme boxeur? Ils vont dire, je sais pas. Au niveau international, ils vont dire Mohamed Ali, Tyson, ok. Et après, tu dis en MMA, ils vont dire McGregor, Ouais, ou Benoît Ngannou, Saint-Denis. Benoît Saint-Denis. Le grand public s'y intéresse. Et ça nous permet de relier avec ce que tu disais avant, que quand toi t'organisais des galas de MMA, les athlètes venaient avec leur propre com. Exactement. Ils venaient avec leur propre storytelling, leur propre com, leur propre public et leur propre engouement, tu vois? Ils s'entraînent de manière très professionnelle aussi. Les petits s'entraînent, matin, midi, soir et ils montrent leurs entraînements au quotidien sur leurs réseaux sociaux. Alors qu'en boxe anglaise ou en kickboxing, on a cette pudeur de montrer qu'on souffre. Tu vois, cette pudeur-là, c'est pas bon. Donc la boxe anglaise et les d'autres sports de combat plus traditionnels gagneraient à se mettre Bien plus en avant. sûr, Pourquoi bien sûr. pourquoi les athlètes? Pour se vendre, Ouais, pour ouais. montrer qu'ils souffrent, pour montrer que c'est des hommes, pour montrer que aujourd'hui on peut réussir, qu'il y a pas de surhumain, que au quotidien la vie elle est pas facile pour tout le monde et que voilà. C'est paradoxal d'une certaine manière parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la boxe et au sport de combat et d'un autre côté, c'est, le sport de combat qui marche, le moins bien au détriment de l'UFC. C'est le sport de combat où il y a le plus parce que parce que parce que c'est un foutoir au niveau organisationnel, parce Mmh. que c'est un foutoir au niveau des fédérations. En termes macro, c'est n'importe quoi. En loisir, c'est excellent parce que ça te procure une endorphine exceptionnelle, la boxe. Mmh. Tu vois, ça te fait du bien, tu sors d'une séance de boxe, c'est trop bien. L'avocat qui vient ou le financier, qui sort de la défense, qui tape au sac, il a une endorphine qui est exceptionnelle. Mais après, pour créer des champions, pour créer une histoire, pour créer ça, il faut beaucoup d'argent et aujourd'hui les télés ne le font plus, Ne suivent pas. ne suivent pas, malheureusement. Pour vivre de la boxe aujourd'hui, C'est impossible. c'est impossible? Non, je te réponds, c'est impossible. J'encouragerai jamais des jeunes à tout arrêter pour boxer. C'est impossible. Et pour se mettre au MMA et faire et devenir, Ils gagneront pas d'argent, ils vivront à haut niveau, hein, ils vivront, ouais. mais ils auront une visibilité tellement importante qu'ils peuvent rebondir derrière en faisant des affaires. Toi, c'est un petit peu Ouais, ce que tu as ce que fait? j'ai fait. J'ai vu que tu avais aussi eu un restaurant à Versailles? Non, C'est avenue de Versailles à Paris. avenue de Versailles, pardon. Ouais, j'ai eu Ah, un ah. restaurant avenue de Versailles, j'ai une boîte de location de voitures, j'ai géré une boulangerie, j'ai fait pas mal de choses, hein, j'ai Ah vadrouillé, ouais? hein. C'était quoi un peu ces quêtes, annexes? Peut-être Annexe. c'était des quêtes principales, mais Ouais, non, c'est annexe. En fait, je me suis lancé, je suis quelqu'un qui fonce. On OK. me propose une affaire, je vois que l'histoire est bonne, elle peut s'écrire, j'y vais, je réfléchis pas.
ce côté entrepreneur. Donc je gagne, je perds. Là, j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent, mais j'ai gagné tellement d'expérience avec Cambos. C'est magnifique, tu vois? Je l'ai fait avec mon petit frère, c'est une expérience. On voulait monter un concept, on était un peu précurseur aussi à ce moment-là du concept grec. Aujourd'hui, tu as pas mal de restaurants Ouais. qui le font. On l'a fait en 2020. Ils étaient pas prêts. L'emplacement n'était pas bon et les Parisiens n'étaient pas prêts à ce moment-là de manger du halloumi grillé au miel à 10 €. Aujourd'hui, ça se fait, naturellement, du houmous Mmh. à 15 balles au vrac ou à 22, non, 22 €. Donc Ah. on était un peu précurseurs. Du pain pita, du petit box un peu grec, un peu fashion, un peu instagrammable. Donc ouais, ça a été, c'était une très belle expérience, mais très compliquée. Et c'est toi qui étais, non, tu pas dans la cuisine, non? Tu gérais ça Bah de si, moi je fais tout. ah tu À un tu faisais moment, je faisais tout parce que c'était compliqué aussi d'avoir des salariés. ouais, au début, ouais. J'ai pas, il y a pas de sous-métier, hein, tu vois? Moi, j'ai commencé sur les marchés, quand on a ouvert, le restaurant, au début, on avait mis des cuisiniers. Après, on s'est aperçu que le MVP était trop mauvais si on mettait des minimum viable product. Si on gagnait pas assez d'argent, si on avait trop de salariés, donc on l'a fait nous-mêmes. On a sué, mais c'est vraiment beaucoup plus mon petit frère qui l'a fait. Mais je l'ai fait aussi. Et ces différents business dans lesquels tu t'es lancé, là, je comprends que tu étais avec ton petit frère, donc tu étais à 2. On est à 2, ouais. Et d'habitude, tu vas solo ou Non, tu vas ouais, avec, ça dépend. J'y vais solo, je m'associe, ça dépend. Là, par exemple, Ferdinand Friend, c'est la première agence de location de Porsche en France. On l'a monté avec un ami qui s'appelle, Olivier Billon, qui a l'agence Icône d'influence. Ça s'est fait sur un coup de tête, j'ai foncé, j'ai dit: «OK, vas-y, on y va, point». tu peux nous parler un peu de cette aventure? C'est quoi? Vous aviez des Porsche que vous-même vous louiez, que vous Non, sous-louiez? en fait, on est parti du principe qu'après le confinement, les gens voulaient voyager, voulaient s'évader, Ouais, à 2 heures de Paris. Donc tu dis: «Bon, tu une gonzesse, tu envie de kiffer, tu un peu d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tours, tu vas au château, tu vas à Deauville, ouais, tu fais ça». Mais il y a pas de, on n'avait pas de, et pas sur Paris de voitures de location pour partir à Deauville, pour kiffer. un truc packagé, Packagé, ouais, ouais, OK. clé en main, et on a créé Ferdinand. C'était un succès dès la première année. On a fait, ouais, 600 ou 700 000 € de chiffre d'affaires à la première année, avec 5-6 Porsche. Et après, on est vite retourné dans le cliché, des mariages, et après j'ai arrêté. OK, donc tu as fait un coup. J'ai fait un coup, ouais, c'est pas un coup, j'ai quand même monté la société, on l'a développée pendant 2 ans et après j'ai arrêté et je suis parti sur autre chose. OK, donc voilà, j'ai l'impression que c'est des quêtes qui s'organisent autour de 1 ou 2 ans, ou Ouais, peut-être un peu plus. ouais, je suis un sprinter, je suis un faiseur. OK, un doer comme on dit, en anglais. Ouais, je D'acc suis quelqu'un qui va monter un concept, qui va se mettre à fond dans le concept, qui va le lever, et après si je peux partir, je pars. OK. Je suis bon dans ça. Tu es bon dans ça, parce que tu te poses pas trop de questions et tu vas pas faire plein de Ah calculs? non, moi je suis pas, OK. maintenant je commence à le faire. Ça, l'expérience de Cambos me permet de me poser un peu plus. L'expérience de la vie aussi permet de me poser un peu plus, de réfléchir, d'avoir une vision plus claire et pas le foncer tête baissée parce que j'ai quelques dents qui sont chez le dentiste. Je me suis Mmh, cassé les dents à quelques reprises quand même. mais d'un autre côté, si tu avais trop «calculé» entre guillemets, Je serais encore dans la cité. ah ouais? Ouais. Je viens d'un quartier très dur. Je viens d'une ville, l'une des villes les plus pauvres du Val d'Oise. OK. Donc j'ai vécu grâce à mes parents, ils nous ont très, 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 très bien éduqués. Mais j'ai vécu, avec, 80% de mes amis d'enfance sont en prison. Il y en a qui sont morts. C'est avec qui j'étais à l'école primaire, en maternelle, au collège, au lycée. C'est la boxe qui m'a beaucoup canalisé, mais j'étais quelqu'un d'assez très, 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 très gentil, mais dur à la fois. Tu vois? On me marche pas dessus. Mmh. J'ai vécu dans ça, quoi. On a vécu dans un quartier populaire avec une très grande famille. Donc c'est un poids à porter. Aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire. C'était pas facile, ça. Ouais, ouais, mais Quand tu sors de là, c'est pas facile. mmh, Donc si tu fonces pas dans le bon chemin, ouais. tu peux vite, te retrouver.
dans un autre chemin qui est pas celui que mes parents m'ont éduqué pour. Ouais, qui est moins favorable. Qui est moins favorable pour tout le monde. Yacine, on arrive à la fin de cet épisode. Peut-être que tu as envie de partager quelque chose, une anecdote, un enseignement. Quelle anecdote tu veux que je te dise? Parce que j'en ai pas mal d'anecdotes. Dis-moi une anecdote de gala, de trucs. Ah ouais, une anecdote de gala carrément. Alors, une anecdote de gala, on avait organisé avec Sébastien Carriès à Évian un championnat du monde, le championnat du monde de Michel Soro, WA Gold, WBA, contre Brian Castagno. Et le combat, franchement, Michel méritait de gagner autant que Brian, mais Michel méritait de gagner parce qu'il était à domicile et tout. Et le truc de fou, c'est que après le combat, les Argentins se sont enfermés dans leur vestiaire parce qu'ils voulaient pas aller au test de dopage. Ils se sont enfermés? Ouais, ils sont enfermés, ça a été le bordel. Ça, après, une anecdote. Je devais faire boxer champion du monde tunisien, il n'a pas eu de visa. La veille pour le lendemain, j'ai dû trouver un remplaçant. J'ai pris un Portugais qui était exceptionnel, qui était très bon, qui est venu. J'ai plein d'anecdotes comme ça, tu vois, t'arrives, au last minute, faut trouver des solutions. OK. C'est quoi le truc le plus fou, que tu as eu à trouver en urgence, quelques minutes ou quelques heures, avant une rencontre? Je pense que c'est à Cavalère quand j'ai organisé le championnat du monde de Tristan Bénard et que le Tunisien m'a planté. J'ai dit là, faut que je trouve une solution assez rapide. Tu vois, en 72 heures, on trouve un remplaçant de qualité. Ça n'a pas été facile. C'était stressant. C'était dur pour le combattant aussi en face parce que il me dit, putain, Tristan, je me suis entraîné. Imagine mon combat, il est annulé. T'as le gars là qui te repose sur les pieds. C'est une grosse pression. Et là, dernièrement, la grosse pression que j'ai eue aussi, c'est, le gala cash fight que j'ai organisé en MMA où j'ai eu énormément de personnes qui sont venues. Mais vu que c'est la Jet Z que je maîtrise pas et qui sont issus des quartiers populaires, j'ai dû augmenter la sécurité de x2, mais ça s'est super bien passé. Tu avais tellement de monde que tu t'es Tellement de dit: monde, «C'est un mouvement de foule je suis aussi, mort, ouais, je s'ils vais faire commencent à doubler. s'embrouiller». Voilà, c'est ça. J'ai eu un peu peur, mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir ce sentiment-là de: «Putain, faut pas que ça parte». Ouais, faut pas que je me fasse déborder, quoi. Et ça c'est jamais arrivé dans mes événements. J'ai plus de 60 événements, 70 événements au moins. Entre la boxe anglaise, le kickboxing, le MMA, mes concerts et tout, j'ai dit: «Non, faut pas». Et là, je sais pas, j'ai dit: «Je les connais pas, c'est des petits jeunes». Et non, c'est super bien passé. Je suis très, très content d'eux et je suis très, très content de la manière où s'est déroulé l'événement. Mais ouais, j'ai eu des petits moments de chaud. OK. Bah, on espère que les autres galas se dérouleront, aussi bien. Ouais, on espère aussi, on croise les doigts. En tout cas, merci pour ton invitation. Avec plaisir. C'était un plaisir et n'hésite pas en tout cas à venir à mes galas. Je t'invite pour le prochain événement. Allez, invitation, bien reçue. Merci Yacine. Allez, à bientôt Franck. Ciao, ciao. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.